pour l'ensemble de l'économie, il y a ce qu'on appelle les agences de notation, comme Standard Poor's. Ce sont ces agences-là qui vous notent pour dire que vous êtes un pays à risque, vous êtes un pays à ceci, indice de pauvreté, ceci, tout. Ce sont ces agences-là. Il y en a plusieurs. Et aussi, les cabinets d'audit comme les Ernst Young, les KPMG, les Water Price, Coopers. Donc, toutes ces agences-là, pour surveiller, ils ont normé, ils ont imposé la culture, ils ont aussi normé. Normé, c'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez faire votre rapport que selon les normes-là qu'on vous a données. Donc, si quelqu'un travaille au Fonds monétaire, aux Banque mondiale, et tout consort, il n'est pas nécessairement intelligent plus que vous, non. Il y a un modèle qu'on a préconçu. Mais il serait intelligent quand il va créer ses propres modèles au regard des difficultés et réalités de son pays. Pas ce qui est déjà normé. Il y a une façon de présenter tel rapport. Il y a une façon de faire ça. On vous dit, vous devez faire seulement ça. Si vous réussissez à ça, d'accord, vous allez travailler. En sortant de là, ça ne vous donne pas une expérience pour rendre des responsabilités dans tel endroit. Non. Parce que là, vous devez prouver que vous pouvez résoudre tel problème sur place. Et non pas ce qui vous a été normé. Pour clôturer, vous dites que nous n'avons pas d'industrie, notamment de transformation de nos matières premières parce que nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas en mesure de former la main-d'œuvre ou c'est par manque de volonté parce que nous sommes quand même plus de 100 millions d'habitants? Est-ce les géants qui nous imposent de ne pas avoir cette main qualifiée selon les critères que vous décrivez ici ou à quel niveau se pose le problème? Tout d'abord, il y a des pays qui sont aussi dans les mêmes conditions ou qui ont été dans les mêmes conditions que nous. Mais pour avoir appliqué certains aspects procédures de l'intelligence économique, ils vivent bien avec toutes ces nations, ils ont changé. Mais il y a des pays comme le Botswana ou le Malawi. L'intelligence économique accélère la diplomatie. L'intelligence économique vous permet d'obtenir ce qui vous est dépendant. Mais à l'interne, la politique et la vision et surtout la souveraineté vous permet à contourner. Il n'y a rien qui reste figé, absolu. Non, il n'y en a pas. J'ai dit tout est possible. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour, à laquelle nous aurons l'honneur de recevoir un éminent professeur. Il est professeur de plusieurs universités, mais aussi PCA de la SONAS. Il s'appelle le professeur Dr Jean-Robert Koumaboueni. J'espère que je... Avec lui, nous allons nous entretenir sur un sujet crucial pour notre pays. Généralement, on nous reproche de parler politique. Aujourd'hui, on va voler sur un autre terrain. C'est le terrain de l'économie. Et avec le professeur et un travail laborieux qu'il a fait, nous allons parler sur les défis de l'émergence économique en RDC, face aux enjeux de la mondialisation, intelligence économique, stratégique, géopolitique et la géofluence et les patriotismes économiques. Nous allons l'accorder 20 minutes pour son allocution introductive pour nous faire un tableau de ces grands sujets, les articulations majeures, et après quoi, nous aurons le temps de lui poser des questions sur l'économie congolaise, les enjeux, les défis, les solutions pour que notre économie soit relevée. Sans plus tarder, monsieur le professeur, vous avez la parole pour votre allocution.
Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, questeur, chers honorables députés étudiants, bonjour. Bonjour encore. C'est un honneur pour moi, je m'excuse beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être devant votre auguste assemblée que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup et que j'encourage vraiment avec toute mon énergie, au point je peux me dire, si on pouvait encore me ramener à cet âge ici, j'espère que les choses bougeraient d'une manière ou d'une autre. En tout cas, félicitations pour ce que vous êtes en train de faire. Bon courage et continuité dans tout cela. Monsieur honorable président, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, il est vraiment long, mais je vais me donner un devoir de respecter le temps. 20 minutes, ça signifie que je dirai l'essentiel. Je vais dire l'essentiel. Le reste, si vous avez le temps, vous pouvez me consulter en aparté. Tout ce que je dis, je ne le ramasse pas en l'air, je n'invente rien. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Malheureusement, c'est pas notre culture de lire et de découvrir parce qu'il y a des trésors cachés là-dedans. Alors, ce sont ces bouquins-là que je vais vous encourager si vous avez des frères à l'extérieur du pays et que vous avez la possibilité d'en procurer, n'hésitez pas. Parce que j'ai la ferme conviction que parmi vous, ici, il y en a demain qui seront dans des cabinets, qui vont exercer des fonctions assez intéressantes pour servir le pays. Et vous ne devriez pas y aller dans la superficialité ou bien incomplet ou bien avec une ignorance qui peut conduire la prise d'une décision aussi capitale avec des conséquences que vous pouvez imaginer. Mais j'ai la conviction que Dieu va bénir certains parmi vous qui seront demain quelque part. Donc, vous devez vous ressourcer. C'est très important. Et quand vous avez les ressources nécessaires, on aura besoin de vous sans que vous tapez par-ci, par-là pour chercher. Non, on aura toujours besoin de vous. Donc, c'est ce à quoi je vous encourage. Voilà, c'est comme l'a annoncé honorable le président de l'Assemblée. Mon thème, c'est sur les défis de l'émergence de l'économie de la RDC face aux enjeux de la mondialisation. Mais la mondialisation, c'est un terme, c'est un processus qui est tout à fait large. Là-dedans, il y a l'intelligence économique stratégique. C'est un aspect que je veux aussi épingler avec vous. Il y a la géopolitique, il y a la géoconfluence. Ne pas confondre avec la confiance. Et le patriotisme économique. Donc, il y a des bouquins là-dessus écrits. C'est ça. Alors, la mondialisation, c'est un vecteur qui est en train de diriger les nations aujourd'hui. Elle impose son dictat. Il y a très peu de nations qui résistent au dictat de la mondialisation. Alors, vouloir l'appréhender d'une manière hasardeuse peut vous conduire à des conséquences incalculables et parfois irréparables. Donc, vous avez tout intérêt à appréhender cette notion et ces concepts. Si vous le maîtrisez, en tout cas, vous pouvez conduire des masses, vous pouvez conduire des États, vous pouvez conduire des institutions, vous n'aurez pas de problème. Alors, il y a plusieurs rapports des experts et qui avaient déjà annoncé depuis longtemps des bouleversements biopolitiques dans le domaine climatique, dans le domaine de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture, et même de la connectivité. Et on sous-entend l'Internet, tout ce qui est lié au réseau, ainsi de suite. Là-dessus, il n'y a pas que les réseaux, mais il y a plusieurs moteurs qui conduisent l'Internet avec des objectifs bien précis. Mais aussi, ils ont prédit, ces rapports ont prédit qu'il y aurait des contestations énormes au monde entre les gouvernants
et les gouverner. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre partout. Même dans le pays qui se disent le plus développé, il y a toujours des contestations. En fait, ils ont voulu créer un système qui les a rattrapés et qui n'épargne personne. C'est comme ce que nous avions, je ne sais pas si à votre époque vous aviez appris la fable que nous avions étudiée aux humanités. C'est comme les animaux malades de la peste. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler. C'est un mal qui sème la fureur, un mal qui sème la terreur. Tous sont atteints, mais tous ne sont pas morts. C'est ça la mondialisation. Elle ravage partout, mais les plus aptes survivent en dominant les autres. Mais elle n'épargne personne. Mais là-dedans, il y a le commerce ou l'économie qui est vraiment l'enjeu, je peux dire l'épicentre ou le centre névralgique de la mondialisation. Aujourd'hui, le monde vit qu'au rythme de l'émergence de l'économie. Les pays émergents, on verra d'où est venu ce terme ici, les pays émergents essaient de dominer et s'impliquent dans cette mondialisation pour créer les menaces et les opportunités. Mais vous avez tout intérêt à le savoir. Alors, brièvement, je ne veux pas entrer dans des petites considérations ou bien des petites théories que vous êtes censés connaître sur l'économie de la RDC. Je ne vais pas vraiment m'étaler là-dessus, mais brièvement, vous savez que l'économie de la RDC est caractérisée par une vulnérabilité structurelle. Donc, il y a une dépendance aux importations alimentaires, des produits qu'on appelle des premières nécessités. Nous avons tendance à importer ça de l'extérieur. C'est une dépendance qui nous rabaisse, que nous n'avons pas importé le riz, le céleri, l'haricot. C'est ridicule au regard des ressources que nous avons. J'espère que plusieurs intervenants reviennent là-dessus, mais vous en savez quelque chose. Ce n'est pas ça ma motivation ce matin. Je voudrais que vous ayez une nouvelle énergie et une nouvelle perspective sur le monde de demain. Parce que votre devenir dépend de ce que vous pensez aujourd'hui et de la manière dont vous vous comportez. Au fait, chaque génération doit résoudre un problème. Nous, notre génération, nous pouvons résoudre le problème qui est à notre niveau. Évidemment, vous allez nous poser des questions là-dessus. Vous aussi, la vôtre, vous aurez à résoudre. Et vous allez léguer aux autres une partie des solutions qu'eux aussi vont résoudre, ainsi de suite. C'est ça la continuité d'un État et d'une nation. Alors, l'économie congolaise est vulnérable, ça c'est vrai, avec cette dépendance. Non seulement ça, elle est aussi caractérisée aussi par des opportunités uniques grâce à ses ressources. C'est vrai, tout ce que nous avons comme ressources sont des opportunités. Mais est-ce que nous les exploitons pour que ces ressources vraiment nous donnent la dignité et nous placent là où notre juste valeur l'exige? Point d'interrogation. Non seulement ça, il y a aussi, elle est caractérisée par une nécessité d'une stratégie montée en gamme. C'est-à-dire quoi? Il faudra que notre système d'industrialisation ne soit pas seulement par de produits, de substituts. Parce que n'ayant pas tous les atouts sur la compétence ou la hauteur de notre technologie, ça va créer un problème. Il y a une nécessité de réévaluer les zones économiques spéciales. Il y a un autre aspect qui est lié à la caractéristique de l'économie congolaise, qui est très important, que vous ne devez pas oublier. C'est une nécessité de l'intelligence économique stratégique. Cette économie nécessite, pas relativement, mais dans l'absolutisme, une nécessité de l'intelligence économique stratégique, que je vais vous définir, que je vais vous donner quelques exemples,
Pourquoi cette nécessité-là? C'est pour sécuriser toutes les ressources. Elles ne sont pas seulement naturelles comme chacun voudrait bien l'entendre. On parlait des scandales. Il n'y a pas que ça. Vous-même, vous êtes des ressources. Qui demain sera sur un chemin où on va découvrir ses talents, on les pique. Il s'en va et pourtant il serait important. Bon, nous autres, nous avions échappé belle, on est retourné au pays. C'est pour servir. Et nous sommes là pour ça. Non seulement sécuriser les ressources, mais aussi de protéger les données que vous avez. Les données. Il n'y a pas de secret, hein? Ce que vous mettez dans l'Internet, les mots de passe, vous les donnez à qui? À ceux qui les ont fabriqués. Est-ce qu'il y a encore un secret? Question mark. Négocier les contrats. C'est très important. Maîtriser les risques géopolitiques, positionner l'État comme acteur stratégique. Maintenant, le concept lui-même de la mondialisation, vous le connaissez, vous en savez, c'est un processus historique. Mais ce que vous pouvez savoir d'une manière standard, c'est le brisement des barrières géographiques. Jadis, c'était un problème des États, donc il faut des traités, des accords, mais avec la mondialisation, tout cela a été brisé. Nombreux parmi vous n'étaient même pas encore nés. Nous-mêmes, on n'était pas peut-être encore nés, mais peut-être on était encore des fœtus ou on essaie encore. À l'époque, vers les années 60, on avait répandu dans tout le monde entier ce qu'on appelait les corps de la paix. Allez demander à vos parents, ils vont vous le dire. C'était les gens qui venaient récolter des informations pour connaître chaque nation, sa culture, ses habitudes, ses faiblesses et emmagasiner, en exploiter. Alors, avec la vague des indépendances, il y avait des États qui résistaient. Non. Alors, comment maintenant chercher à maintenir la mainmise sur ces États-là? Il va falloir venir avec ce phénomène de mondialisation. Brisement des barrières. Mais elle ne s'arrête pas là-bas parce qu'il y aura une autre version de mondialisation qui sera corrigée, la version avec Internet. Alors, quand on a constaté que maintenant, il y a des États qui commencent à résister à ces systèmes, il faut maintenant amener un autre supplément qui est l'Internet. Donc, la nécessité de protéger les données. Ne dévoilez pas tout le temps tout ce que vous avez. Oh, dans notre coin, il y a ceci. Oh, c'est ça qui vous crée des ennuis. Mais quand vous vivez dans la clandestinité avec des objectifs bien conçus, en tout cas, vous pouvez les atteindre et attirer l'admiration des autres que de s'attirer des ennuis. Alors, voilà un peu ce qui est de la mondialisation, brisement des barrières, mais c'est un phénomène aussi ancien qui a existé depuis le 15e, 16e siècle. Ils mettaient ensemble les États. Réconcilier tel État et tel autre. Même les empires, le royaume à l'époque. C'est un phénomène aussi complexe parce qu'il amène, pour certains, ça encourage, ça favorise la démocratie, mais par contre, pour les autres, en tout cas, ça aggrave les inégalités sociales ou les disparités sociales entre les nations. Et puis, la mondialisation aussi, c'est un vecteur de développement. Évidemment, il y a des courants là-dessus. Pour certains, il faut utiliser tous les moyens possibles pour atteindre ces objectifs. Mais par contre, les autres disent que non. Et la mondialisation accepte même des antivaleurs, comme la corruption. On peut corrompre, on peut tuer pourvu qu'on ait ça. Mais, vous serez rattrapés parce qu'il y a aussi autre garde-fou qu'on a mis avec la justice internationale. Bon, ça c'est un mot sur la mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation a apporté? La mondialisation nous a apporté autre aspect qui est l'intelligence économique stratégique. Mais c'est quoi l'intelligence économique? C'est simple. Vous pouvez retenir ça de cette manière. L'intelligence économique, c'est un mécanisme. C'est une approche. C'est un guide. C'est une orientation. Un guide plutôt qu'on met à la disposition des privés, des publics
des investisseurs pour toute orientation d'une pensée stratégique. Une pensée stratégique. Vous allez me demander, mais pourquoi stratégique? C'est pour un peu corriger, vous êtes habitué avec les états généraux. Les états généraux, vous n'entendrez pas quand vous allez à l'Occident, états généraux. Non, ils parlent de la géostratégie aéronautique, géostratégie agriculture, géostratégie commerce, ainsi de suite. Pourquoi stratégique? Bon, pour ceux qui ont eu le cours de management, parce que j'enseigne aussi deux sortes de management, la stratégie vient à partir d'un diagnostic stratégique. Et le diagnostic stratégique vient quand il y a les menaces et les opportunités. Vous êtes constamment devant des menaces de ce que vous détenez que les autres envient. Vous êtes constamment devant les menaces de votre propre ignorance. Vous voyez? Mais les opportunités maintenant, parce que vous êtes devant une nécessité, il va falloir trouver une solution. Quelle est la nécessité, par exemple, dans notre pays, dans notre économie? Mais c'est le bien-être de tous, n'est-ce pas? C'est le bien-être de tous. Et ce bien-être-là se caractérise par les besoins sociaux, vitaux, par exemple, le transport, l'éducation, tout consort. Voilà, alors maintenant, avec ça, créer des conditions pour qu'il y ait des écoles. Alors, vous êtes assis de cette manière, mais dans certains sièges, ce sont des auditoires de classe. Mais ça, c'est un luxe, alors que dans certains sièges, c'est un auditoire de classe. Je te scandalisais, une fois j'avais vu un ministre distribuer des chaises en plastique à l'université. J'étais scandalisé. Excusez-moi de vous le dire. Il y a des conditions pour un travail scientifique. On ne s'assoit pas n'importe comment pour un travail scientifique. Vous ne ferez pas longtemps, votre corps va réagir. Et on dira il n'est pas intelligent. Non, mais simplement votre capacité immunitaire et votre corps n'a pas supporté les dispositions dans lesquelles on vous a placé. Il a réagi. Donc, vous devez réclamer ces conditions-là dès l'école maternelle. Ce n'est pas seulement quand on arrive aux humanités ou bien à l'université. Voilà encore comment la mondialisation nous crée des problèmes. Et c'est de là que viennent les compétitions et les classements des institutions, que ce soit universitaires, quoi que ce soit. Donc ça, c'est la mondialisation plutôt. Alors l'intelligence économique stratégique fait quoi? Elle favorise l'accélération diplomatique. En d'autres termes, l'intelligence économique stratégique vous permet d'obtenir ce qui longtemps vous était dépendant, sans l'apport de cela, mais sans froisser aussi vos relations. C'est ça l'intelligence. Vous voulez obtenir quelque chose que vous étiez dépendant auprès des autres tout le temps, il vous faut vraiment des courbettes, comme disent les anglophones. You have to beg them. You have to beg, to beg. Non, vous n'allez pas tout le temps vous agenouiller pour demander, obtenir quelque chose aussi que vous pouvez vous-même avoir. Mais, quand vous l'obtenez, vous n'aurez pas besoin de les rapports, ni froisser vos relations. Et là, on vous respecte. On vous respecte. C'est ce sentiment-là que je voudrais amener à tout Congolais. Il ne faut pas qu'on soit comme des gens communistes, qu'on nous connaisse seulement à la musique, chanter, danser. Non! Dans tous les aspects, il y a des Congolais sérieux. Et je voudrais que vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous ayez ces sentiments-là. Mais vous devez connaître pour que vous prévalez ces droits-là. Eh bien, maîtriser, c'est à quoi vous en avez. Alors, non seulement ça, elle réforme le système éducatif. Parce que vous ne pouvez pas exercer des activités économiques sans connaissance. Est-ce que le pays a besoin de tout dans le système éducatif? Il faut catégoriser ça. Alors, l'intelligence économique catégorise 3 systèmes ou 3 savoirs. On parle de 3 savoirs. Évidemment, j'ai eu la grâce d'étudier dans ces systèmes-là aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle savoir de transmission. Savoir de transmission, c'est la formation de professeurs de PhD. Ils sont là pour transmettre des connaissances et certaines vérités ou secrets qui ne sont pas aussi donnés à tout le monde. Aux États-Unis, il y a certaines facultés. Si tu n'es pas américain, tu ne vas pas accéder. Parce que c'est là où l'on étudie, on apprend certaines stratégies qu'on réserve au gouvernement. C'est le gouvernement, pas tout le monde.
Alors, si tu n'es pas américain, tu ne peux pas accéder. Est-ce que nous en avons ici? Est-ce que nous avons des aspects dans notre faculté, je ne sais pas, de géologie ou de quoi tout qu'on sort? Non, nous avons telle sorte de ressources que nous ne voudrons pas que tout le monde les sache. Non. Il y a aussi un autre savoir, c'est celui de la production. Savoir de la production, quand tu termines, d'abord avant que tu termines, le jour où on te donne ton diplôme, ou quand tu vas t'inscrire, tu sais au moins que tu feras autant d'années. Quand tu termines, voilà la carrière qui t'attend avec le salaire qui t'attend. Dans tes minds, tu es déjà préparé de cette manière que tu vas embrasser telle carrière, tu auras tel salaire. Ça vous prépare. On vous forme pas seulement à avoir la note 18/20, mais psychologiquement et moralement. Vous arrivez sur le champ d'activité, vous n'avez pas droit à la corruption ou je sais pas, à des cadeaux, à des tendances à vous corrompre. Parce que vous savez que vous gagnerez autant. Et vous vivez de ça. C'est comme ça qu'on forme l'élite américaine ou les étudiants américains. Et vous verrez même un comportement tout à fait différent entre ceux qui terminent en Amérique. Donc, à moins que vous ayez, mais si vous y êtes, y restez là-bas, en tout cas, vous serez loin de la corruption. Ça ne peut même pas pénétrer dans votre tronc. Même vos enfants peuvent vous dire, mais daddy, tu gagnes ça. L'extra ici vient où? Ça vient d'où? Voilà, on vous forme comme ça. Et tout le monde peut exercer son travail et il est bien rémunéré. Alors, dès que tu termines, on a besoin de toi sur le terrain. C'est ça qu'on appelle savoir de production. Et souvent, c'est orienté dans les filières, que ce soit industrielles ou bien des services, ainsi de suite. Donc, vous êtes quelqu'un du domaine. Mais il y a un autre savoir qu'on appelle savoir de valorisation. Le troisième savoir, qui est lié à l'intelligence économique, c'est le savoir de valorisation. C'est celui qui fait le pont entre ceux qui n'ont pas de diplôme. C'est l'équivalent de votre INPP ici. Mais INPP a un caractère seulement métier. Mais celui-là, non. C'est ce qu'on appelle comme continuing education. C'est-à-dire, tu peux avoir fait la filière juridique, tu es avocat, tu as terminé, tu presses quelque part, mais tu vas dans ce centre-là faire 3 mois, 6 mois pour un poste, une tâche spécifique. Et tu as abandonné ton domaine de droit. Tu es médecin, tu es, je sais pas, ingénieur, tu abandonnes. Et tu vas là-bas et tu apprends ce qu'on a besoin sur le terrain que tu dois faire. On appelle ça continuing education. C'est ça le savoir de valorisation. Tu peux ne pas avoir eu un diplôme d'État. Tu peux ne pas avoir été à l'université. Tu vas dans ce centre, tu apprends seulement la géologie, les mines, les matières. Tu en sors là après 3 mois, 6 mois. Tu as un salaire comme quelqu'un qui a fait le master. Et c'est fini. C'est ça, une façon de valoriser ta... Mais il y a aussi le métier dans tout le domaine. C'est ce qui devait se faire en RDC. Regardez vous-même l'exode. Tout le monde quitte la province pour venir ici, directement droit, médecine, tous. Est-ce que nous avons besoin d'autant de magistrats, de quoi? Non, non. Parfois, même dossier plutôt, il y a plusieurs là-dessus. Formons les gens comment transformer nos ressources, comment protéger certaines espèces de fleurs, des arbres qui sont en voie de disparition. Formons des gens comment nous pouvons prendre la terre de l'Équateur et la terre du Congo central, en faire une sorte de fumier pour... Pourquoi? Le corps résiste à certaines pathologies en fonction de la capacité immunitaire des substances minérales qu'il reçoit. Je suis pas médecin, mais j'ai fait la corrélation, la connexion de toutes ces connaissances-là. Si tu es de l'Équateur, par exemple, tu vas résister plus à une pathologie liée, je sais pas, aux intempéries ou quoi, par rapport à celui du Congo central. Moins à celui de Bandundu. Si sa nourriture était les Mikungi, les Bandindi, tout qu'on sort, son corps a enregistré ces substances et résiste
à certaines pathologies. L'administrer le même produit, même dose que celui qui vit au Congo central, qui a une autre culture alimentaire, ça peut être toxique pour son corps. Mais est-ce que nous avons des laboratoires pour cela? Voilà les genres d'études qu'on peut faire. Et pour y aller faire ça, vous n'avez pas besoin de faire un cursus de 6 ans, 5 ans. Non. Voilà les genres d'écoles, de savoir, de valorisation qu'on ajoute en dehors du programme normal qu'on devrait faire. Monsieur le professeur, il vous reste 4 minutes pour chuter. Voilà. Je vais directement au patriotisme économique et à la géopolitique. La géopolitique, on en parle beaucoup. Géopolitique. Mais c'est quoi la géopolitique? En bref, ce que vous pouvez savoir, la géopolitique, c'est là où s'affrontent les idées ou les rivalités sur les intérêts des uns et des autres. La géopolitique. Mais c'est lié aussi à l'étude des rapports de chaque espace géographique. Donc, tel que la RDC, on connaît déjà chaque espace géographique de la RDC avec le prototype d'hommes, de culture et de ce qui est sur la terre. Il y a des études qui se font comme ça. C'est la géopolitique. Mais maintenant, quand vous êtes en conflit avec telle ou telle nation, comment votre nation va s'y prendre si vous ne connaissez pas qui collabore avec qui? La géopolitique et la géoconfluence jouent beaucoup en économie. Vous me donnez l'embargo, exploitez votre sorte console, je prends les mêmes matériels, je les colore. En partenariat avec une autre société, ça continue. Parce que je vais obtenir c'est pourquoi j'étais lié à vous, mais sans votre accord cette fois-ci. C'est ça l'intelligence économique. C'est ça que notre pays a besoin pour l'instant. Le patriotisme économique. Là encore, il ne faut pas faire la confusion avec l'autarcie ou les xénophobismes ou le protectionnisme. Mais le patriotisme économique, c'est un mécanisme qui conduit à la néo-institutionnelle. C'est-à-dire quoi? Le sentiment de protéger ce qui est de l'intérêt général au détriment des intérêts communs ou des intérêts privés. En d'autres termes, vous devez privilégier les intérêts. Ici, nous sommes en économie, on parle plus des entreprises, c'est pourquoi ces termes sont, il n'a rien à voir avec l'aspect politique. Non, ici nous sommes en économie. Privilégier ce qui est des intérêts nationaux. Vous ne pouvez pas aller en France ou en Allemagne partager le marché des Mercedes, comme disent les Quinois. C'est pratiquement c'est à peu près ça. Ils protègent ce qui fait leur fierté. Vous ne pouvez pas aller au Japon partager un marché de Toyota. C'est impossible. Mais regardez en RDC. Tout est partagé avec les privés. C'est manque de patriotisme économique. Et quand bien même que nous le partageons, mais il y a des Congolais qui travaillent plus pour les intérêts des étrangers, privant leur trésor public des moyens de sa politique. Alors, vous ne devez plus continuer avec ces genres d'attitudes. Il faudra que chacun puisse être imprégné de ces sentiments. Le patriotisme économique. Alors, pourquoi la néo-institutionnelle? La néo-institutionnelle donne référence à un caractère non discutable à tout. C'est-à-dire, rend des institutions respectueuses de tout le monde. Que vous soyez un étranger c'est la loi de notre pays, il faut la respecter. Mais est-ce que les étrangers dans notre pays respectent nos lois? J'aurais appris qu'il y a même des sujets expatriés qui maltraitent les nôtres, parfois même mettent la main sur eux. Mais où sont les lois du pays qui régissent tout cela? La mondialisation a même prévu un mode de régulation des entreprises. J'y allais s'il vous plaît, encore 2 minutes. Alors, les instruments que la mondialisation utilise pour cela, c'est quoi? Ce sont des institutions financières. Surtout, il y a la Banque mondiale et il y a le FMI. Chacune des institutions a un rôle. La Banque mondiale est là pour les ajustements, tout ça, tous les aspects économiques et parfois politiques. Et le FMI
Même moi aussi, mais avec un aspect médiatique. Et dans l'aspect médiatique, comme vous le savez, c'est pas n'importe qui peut devenir un directeur de l'FMI s'il n'est pas français. Parce que vous devez absolument aussi financer le média en France. Et dans les médias, il y a la manipulation. Et dans la manipulation, là, vous avez la mésinformation, la désinformation et la malinformation. Et même ici, même, je peux me tromper, mais il y a eu une forme de malinformation. C'est quoi la malinformation? Commençons d'abord par la mésinformation. C'est une information erronée. Et la personne qui donne l'information ne sait pas que cette information est erronée. Mais la désinformation, c'est une information erronée. La personne qui donne l'information sait que c'est erroné. Mais il donne quand même l'information. C'est ça la désinformation. Vous désinformez les gens. Et la malinformation, c'est la pire des choses qu'il faut éviter. En votre vie privée, dans les milieux professionnels et dans les milieux publics. C'est une information erronée. La personne qui donne l'information sait qu'elle est erronée, mais dans le but de nuire, de ternir l'image de l'autre. Et vous n'avez qu'à voir dans les médias. Et même ce qui passe ici. On peut vous dire, par exemple, un petit pays comme le Rwanda tape de quoi? Qui sait que le Rwanda est petit? Qui ne sait pas que le Rwanda est petit? Le Rwanda est petit, bien entendu. Mais il faut voir derrière le Rwanda. Voilà une malinformation. Donc, pour conclure, Monsieur le Président, il y a des questions qu'on se pose. Que faire pour l'économie de la RDC? Que faire? Il y a des questions que vous et moi, on peut se poser. Tout le monde peut se poser. On peut aussi se poser la question, mais d'abord, qui contrôle notre économie? Qui contrôle les systèmes financiers dans ces pays? Qui contrôle les systèmes monétaires dans ces pays? Point d'interrogation. Mais comment résoudre tout cela? Chacun de nous peut toujours proposer, mais moi je peux proposer en fonction de ce que je comprends de l'économie. Ce n'est pas une science exacte. L'économie, ce n'est pas une science exacte. C'est une adaptation ou d'une construction d'un modèle en fonction des réalités, du temps et de la culture de cet espace. C'est ça l'économie. Vous n'allez pas m'amener le modèle danois, par exemple, qui n'a rien à voir avec le Congo. Parce que nous sommes en face de deux réalités, de cultures. Voilà l'économie. Professeur. Alors maintenant, il faut deux réformes. Premièrement, une réforme. Pour moi, du système financier. Qui investit chez nous? Est-ce que tout investisseur est-il sain? Quand vous avez la maîtrise de votre système financier, de toutes les transactions, vous pouvez être au-delà de 75% des chances de traîner de traîner beaucoup de fonds dans le trésor public. C'est comme en Europe. Il y a certains paiements, on exige seulement les chèques. Ou la carte. On ne peut pas prendre ça avec la main. Et là, je suis sur le deuxième aspect qui est la réforme monétaire. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'avoir une monnaie structurale et fiduciaire aujourd'hui? La monnaie scripturale. On n'est pas obligé de faire toutes les transactions seulement avec des espèces sonnantes. C'est pourquoi il y a l'inflation. On ne sait pas bien contrôler ça. Et ça amène aussi des crises qui sont l'effet de la mondialisation qui transporte, qui fait contaminer aussi des crises par tous ces vecteurs. Alors, chers camarades étudiants, nous avons la responsabilité tous de bien appréhender les méfaits et les avantages de la mondialisation. Certains accords que la mondialisation impose nous lient et sont vraiment
difficile à se débarrasser et à permettre l'émergence du pays. Certaines données nous rendent faibles. Notre système d'éducation ne matche pas avec notre culture et les ressources et les objectifs que nous voulons atteindre. Nous devons compléter, le revoir et non pas seulement imiter comme les autres font. Non, mais il faut étudier ça spécifiquement avec notre culture. Soyez prudents, ne pas tomber dans la manipulation, la mésinformation et la désinformation. Soyez aussi économiquement patriotes. Ne voyez pas seulement les intérêts communautaires ou privés, mais de l'ensemble. C'est avec plaisir, Monsieur le Président, que je vais m'arrêter là. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis à votre disposition pour toutes les questions. Même en privé. Et je dis bien dans tous les aspects liés à la vie publique que la mondialisation influence parce qu'elle n'apporte pas seulement des opportunités, mais aussi le conflit latent qui persiste. Mais nous avons tout intérêt à prendre ce qui est bon et à rejeter ce qui nous pose des problèmes. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Nous allons procéder aux questions-réponses. Nous prendrons 2 parlementaires. Vous allez répondre et on en prendra encore 2 autres. Nous allons commencer avec l'honorable Aboubakar. Honorable Aboubakar, 1 minute 30 secondes. Ensuite, l'honorable Exaucé Katumba, rapporteur. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, il existe des discours qui informent et d'autres qui obligent à la réflexion. Et celui que nous venons d'attendre appartient clairement à la deuxième catégorie. Chers collègues, les paradoxes congolais résident dans le fait que notre pays regorge d'innombrables et d'immenses ressources naturelles, mais demeure pourtant prisonnier d'une économie essentiellement extravertie. À ce propos, monsieur le professeur, permettez-moi de vous poser la question suivante. Quel est, selon vous, les véritables défis de l'économie congolaise? L'économie congolaise, allais-je dire. Est-ce un déficit de vision politique ou un manque d'intelligence économique? J'ai dit honorable président. Merci, honorable Aboubakar, honorable Exaucé. Merci, honorable président, pour l'octroi du verbe. Honorable président, honorable membre de la composition, distingués collègues parlementaires, de prime abord ou d'entrée de jeu, je tiens ou je souhaite à saluer la pertinence, la qualité et la densité de l'intervention de notre invité d'honneur. Cependant, pour surenchérir mon dévancier, j'aimerais ici, du haut de cette tribune, signaler que notre économie est non seulement extravertie, mais également informelle. Cependant, cher professeur, à votre humble avis, et si nécessaire, pouvez-vous nous expliquer étape par étape comment formaliser notre économie, de sorte que toutes les recettes puissent revenir à l'État
et aussi contribuer à son développement. J'ai ainsi dit, honorable président. Merci, honorable exaucé. Monsieur le professeur, pour répondre aux interrogations des deux parlementaires. Entre-temps, l'honorable Jedon Muyombo et l'honorable Delis Kambas se préparent. Quels sont les véritables défis? Est-ce les déficits politiques ou manque de l'intelligence économique stratégique? D'emblée, je vais vous dire que le plus grand défi de l'économie de la RDC, c'est la culture. La culture. La culture en RDC, et je peux ajouter le manque, pas le manque parce que c'est déjà, on applique ça, mais l'insuffisance, je peux comprendre. Pourquoi je parle culture? Vous êtes d'accord avec moi? Je sais pas, il y en a qui ont déjà eu le cours de management de changement ici? Bon, je m'arrête, excusez-moi. Dans le cours de management de changement, partout, dans toute institution, dans les États, dans le Parlement, partout, un des facteurs à la résistance au changement, c'est la culture. C'est la culture. Quand on est habitué à une certaine façon d'être, le changer pose un problème. Le changer pose un problème. Pourquoi? La finalité d'une organisation, la finalité, je peux dire, d'une entreprise, de quoi? C'est quoi? C'est le maintien, c'est la performance et la résistance. C'est que, politiquement, on parle de la résilience, n'est-ce pas? Vous devez vous maintenir pour ne pas disparaître. Et dans ce maintien-là, vous devez être performant. Vous devez être performant. La performance exige des compétences. Or, les compétences, on les a sur base de 3 savoirs dont je venais de parler ici. Il y a compétences comme ensemble de théories acquises sur une discipline, mais aussi des compétences comme le répondant cognitif, c'est-à-dire ici qu'on a en droit, c'est tout qu'on sort. Mais il y a aussi compétences comme savoir-faire et être. Les méthodes et les procédures pour atteindre un objectif. La façon d'être. La façon d'être aussi. C'est pourquoi on exige que le manager doit être stratège, organisateur et communicateur. Si vous n'arrivez pas à bien communiquer, à convaincre, c'est un problème. Donc, dans les défis culturels, les leviers pour faire sauter ça, c'est la communication. Dès lors que vous n'arrivez pas à communiquer à vos interlocuteurs, pourquoi ceci n'a pas été fait? On a fait jusqu'à cette hauteur. Il nous manquait ça. C'est déjà un problème. Peut-être, dans la culture, il faut changer les habitudes, il faut gratifier, il faut un peu de socialisation, c'est-à-dire, comment je voudrais expliquer ça en français? Donc, être attentif aux autres. Pourquoi il est venu dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu montres un intérêt à une personne à qui tu exiges qu'il te rende une certaine production, tu dois le mettre dans des conditions requises. C'est ça. Donc, la culture, cette culture-là englobe beaucoup de choses. L'autorité de régulation très faible. Dans la culture congolaise, l'autorité de régulation très faible. Dans la culture congolaise, il y a manque de patriotisme. Les Congolais voudraient bien enrichir un autre que... Je donne l'exemple. Je suis dans la Société nationale d'assurance. C'est une société d'État et le public. Mais quand on a libéralisé, cette société devait déjà disparaître. Au point où nous qui sommes arrivés, on trouve 50 mois d'impayement et des retraités même de 2004.
Rendez-vous compte pendant tout ce temps. Et pourtant, c'est une société qui contribue beaucoup au trésor public. Elle est déjà créée, pour votre information, le SOSACOM que vous avez, Somiki, NBK, OTCC, FIKIN, même le fameux combat de Mohamed Ali. Ça a été financé par la SONAS. C'est une banque en miniature où l'État peut venir à tout moment prendre parce que c'est son bien. Mais aujourd'hui, on est en train de partager avec des privés. Dans d'autres dossiers, c'est l'exclusivité de la société nationale qu'on réserve même certains marchés. Mais si tout se distribue et cet argent va directement à l'extérieur, ne reste pas dans nos banques ici. Et d'ailleurs, nous n'en avons même pas. Un problème encore de culture. Donc la culture congolaise, elle n'est pas vraiment bonne, mais on peut la redresser. Pourquoi? On n'éduque jamais quelqu'un qu'on dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Pour changer cette culture, il faut mettre le Congolais dans les dispositions, quoi. Et c'est le gouvernement, je sais que le président vraiment a un plan. Si vous le faites confiance, excusez-moi, c'est pas la politique que je voudrais prendre, mais avec le projet 145 territoires, c'est un départ. J'ai assisté, pour votre information, à un forum où j'étais le seul noir en Europe. On ne voulait même pas que je prenne. Heureusement, tout s'est passé comme vous pouvez imaginer. C'était dans un pays anglophone, évidemment. J'étais le seul noir africain. Où l'on parlait de quoi? De développement, comme nous l'avions passé à partir de la base. Donc, you have to build the bridge between, donc, construire le pont entre le rural et la cité. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos provinces, à peine les gens qui savent manipuler, que ce soit l'ordinateur ou je sais pas, tous nous courons vers la capitale. On crée des provinces. Est-ce que vous avez formé les managers pour aller diriger ces entités-là? Est-ce que vous avez formé les gens pour le maintien, comment on appelle ça, les services, il y a un terme là qui m'ont bien. Donc, les gens qui doivent maintenir l'électricité, faire le froid, les gens pour les... Et aujourd'hui, tout est en train d'aller vers la nouvelle technologie. Est-ce qu'on a formé les gens pour les envoyer là-bas? Non. Est-ce qu'ils vont accepter d'aller d'abord? Non. Pourquoi? Les conditions ont sensiblement détérioré. Alors, le changement dans une culture est difficile. Mais il y en a même quand il est sous-chef de division là-bas, il se retrouve. Vous voulez le nommer directeur? Non. Il n'est pas prêt au changement. Alors, le challenge, le défi du changement, c'est l'adhésion. Et pour adhérer les gens au changement, il faut la communication. Et une bonne communication. Alors, deuxième, et là, l'intelligence économique stratégique, appliquer tout ça. Patriotisme, géopolitique, tout. Nous, il y a beaucoup d'accords qu'on signe, mais qui nous lient. Il faudrait retourner parfois à la Constitution. C'est ça, aider le chef. Pourquoi tout va peser sur lui? Alors que c'est le travail du Parlement. Ça, dans notre Constitution, c'est dit ceci. L'investisseur, quand il viendra, il ne va pas aller voir les chefs de l'État. Non. La Constitution, parce qu'on est censé la connaître aussi. Et c'est pourquoi le poids devient sur le gouvernant, au lieu que le Parlement puisse prendre des décisions là-dessus. Alors, deuxième question, il m'a posé la question sur... mais, il y a un aspect très important. Vous serez étonnés. Pour une économie émergente, le ministère clé, sensible, c'est pas les finances, c'est pas l'économie, c'est pas le budget, mais c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Souvenez-vous de la définition de la mondialisation. Brisement de quoi? De barrières géographiques. Le ministère intérieur, qui s'occupe des territoires et le pouvoir coutumier, surtout consort, doit favoriser la circulation libre des biens et des personnes. N'est-ce pas? C'est ça. Alors le ministère intérieur est clé. C'est pas n'importe qui là-bas. Et c'est ce ministère qui divise plusieurs secteurs de la sécurité, allant de la sécurité des gens jusqu'à la sécurité de la nation. Aucune nation aujourd'hui est émergente sans être sécuritairement, militairement forte. Il n'y en a pas. Je peux vous lancer un défi. Tous les pays, même l'Inde là, on les classe
sur base de leur armement nucléaire, c'est tout consort. Vous ne pouvez pas vous prétendre émerger sans la sécurité, non. Qui fait ce job-là de tout consort? C'est l'intérieur. Et puis maintenant, il peut dispenser, il y a des réunions ou des partenariats avec ce qu'on appelle interministériel. Mais d'abord, c'est le ministère de l'Intérieur qui est au centre de tout. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. On va prendre 2 autres questions. L'honorable Gédéon Muyombo. Et plutôt l'honorable Lys se prépare. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues. Monsieur le professeur, quels sont les obstacles qui empêchent la République démocratique du Congo de se doter d'une industrie locale de transformation de ces matières premières? J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable Gédéon. Honorable Lys, son allocution. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués invités en vos rangs et qualités, chers collègues parlementaires. Professeur Oumambweni Jean Norbert, considérant que la monnaie consiste à un levier fondamental de la souveraineté économique d'un pays et face à la dollarisation persistante de notre économie, je voudrais poser la question suivante. Quelle stratégie idoine la République démocratique du Congo devait-elle adopter pour renforcer et revaloriser le franc congolais, afin de restaurer sa crédibilité, limiter l'usage excessif des devises étrangères et de consolider notre autonomie monétaire? Président, je vous remercie. Merci, honorable Lys. Monsieur le professeur, pour rencontrer les questions de ces 2 parlementaires. Je commence par la dernière question. Alors, pour votre information d'abord, concernant la dédollarisation de notre économie, ça, c'est un petit problème. Vraiment, c'est une politique interne. Voici comment, sur le plan international, on en est arrivé à ce point. Je vous ai dit que parmi les instruments de la Banque mondiale, il y a, et de la mondialisation plutôt, il y a la Banque mondiale. La Banque mondiale joue un rôle à la fois économique et politique, donc de surveillance au monde entier. Est-ce que vous pouvez m'amener les sacs là? Cherche-moi les livres là, l'intelligence économique stratégique. Quand vous allez lire ces livres ici, vous verrez, je pense à la page 54, il est dit ceci. Aucune nation ne peut construire la stabilité de sa richesse sans l'inclusion internationale. Est-ce que cette phrase-là vous dit quelque chose? Vous pouvez la comprendre? Je reprends. Aucune nation ne peut construire la stabilité de sa richesse sans l'intégration
internationale. Avant de commencer mes études au niveau doctorat, on nous avait soumis à un cours de rhétorique. C'est très important. La rhétorique aide aussi beaucoup. Parce que c'est là que vous allez découvrir ce qui est dans les accords que vous signez. Et quand les gens prononcent leur discours, vous pouvez savoir la neutralité, ceux qui sont indécis, ceux qui sont anxieux. Alors, on devait imposer une façon de mener l'économie. Or, dans cette façon d'amener l'économie, il y a échange. Et dans les échanges, d'un côté, on a le matière ou le produit, et de l'autre, on a la monnaie. Et la monnaie en question, c'était le dollar. Tout le monde qui adhère à cette structure-là devrait accepter la suite de tout ça. Mais sur le plan interne, il appartient à la politique gouvernementale. C'est dans ce livre ici. Vous voyez ce livre ici, vous avez des gens, vous pouvez toujours... C'est écrit intelligence économique et la veille stratégique. Donc, vous pouvez trouver ça là-dedans. Alors, maintenant, je disais qu'il appartient à la politique interne. Et c'est possible. Regardez. En Occident, certaines politiques, que ce soit économiques, sont influencées par les professeurs des universités. Est-ce qu'on consulte le professeur des universités ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je viens à peine d'arriver, je ne connais trop sur le fonctionnement de ça. Avant d'adhérer, lisez. C'est dans les petits détails qu'on se met l'accord. Mais sur le plan interne, non. Pourquoi? J'ai parlé ici de la néo-institutionnelle. C'est-à-dire, rendez vos institutions respectables, respectueuses et acceptables de tous, que vous soyez étranger, tout consort, on doit respecter. Vous ne trouverez pas ça comme ailleurs, sur une avenue, les Nations Unies ou bien telle ambassade coupe l'avenue, met tout ça. Non! Que dit la loi de ces pays? Pourquoi ça doit se faire ailleurs et pas chez eux? Donc, je ne peux pas comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Les lois. Alors, sur le plan interne, les francs congolais peuvent marcher à côté du dollar sans poser problème et booster l'économie. J'ai proposé ici, il faut le contrôle. Qui surveille la circulation de la masse monétaire dans ces pays? Qui surveille ça? Comment les gens se promènent avec des millions ailleurs? Même, demandez, vous avez des frères, pour qu'ils reçoivent $1000 à choses comme ça pose problème. On hésite, mais on commence à donner aujourd'hui parce qu'on a vu. On doit contrôler. La personne là qui a envoyé fait quoi? Quelles sont les ressources? Pas les moyens. Est-ce que nous avons des satellites? J'ai parlé de la sécurité ici. Si vous ne pouvez pas former les gens, prenez quand même les satellites. Les satellites vous aident. Selon les applications. Même si tu as, je ne sais pas autant combien dans ta poche, dès que tu veux partir quelque part, devant une barrière, il y a des systèmes, on sait que tu as quelque chose. Et pour donner la valeur à ces francs congolais, il y a des montants qu'on ne peut pas payer cash. Non. Soit par chèque, soit seulement par virement. Vous verrez que les francs congolais vont devenir. Ça, c'est un petit problème. Bon. Je ne suis pas pour ceux qui disent qu'il faut chanter pour ça. Ça ne change rien, ça n'ajoute rien. Mais il y a une possibilité des fois. C'est simplement éviter cette masse qui circule librement comme ça. Non, il faut bien la canaliser. Et c'est faisable. Alors, le projet que le chef de l'État a initié, c'est vraiment un projet qui peut s'appliquer à l'intelligence économique stratégique et booster ces pays en très peu de temps. J'ai dit bien en très peu de temps. Pour aujourd'hui, notre budget, j'ai suivi dernièrement, c'est 22. En faisant certaines estimations à partir des projecteurs ou des indices que nous récoltons des théories de l'intelligence économique stratégique, la RDC peut aller avec un budget de 64 milliards une année et l'autre année, facilement, on peut atteindre 100 milliards. La RDC. Je vous donne un exemple.
La ville de Kinshasa, à peu près 20 millions, je sais pas, 15 millions. Ce qui est pratiquement un pays pour les autres. Si par jour, les 15 millions là pour des sociétés de télécommunications, quelqu'un consomme $1 par jour, 15 millions de personnes par jour, cette société va empocher combien? 15 millions. Fois 7, fois 4 pour un mois. Et fois 12. $1 seulement. Évidemment, il y en a qui le font avec votre communication, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez pourquoi ailleurs, il y a encore des téléphones fixes, tout qu'on sort, mais chez nous, on est vite parti. C'est là le problème que l'intelligence économique. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quel investissement dans votre pays. Le choix des investissements, ce n'est pas eux qui vous imposent. Là, ça devient l'économie, et plutôt, le développement hétérogène. C'est-à-dire, il y a l'influence de l'extérieur, ils vous imposent, nous venons investir en ceci. Alors, nous, on dit ceci dans les jardins économiques. On transforme la RDC en un atelier économique. Comme l'atelier où il y a un tailleur, il vient dans une parcelle, et je place mes machines ici, je travaille à la fin, je te donne quelque chose. C'est ce qu'on fait avec la RDC. On a transformé ça. Professeur. On a transformé ça en un atelier économique. Alors, donc pour dédollariser, c'est très facile, madame. C'est simplement surveiller la masse monétaire en circulation et réformer le système monétaire et financier. On va stabiliser, ça marche. Dans d'autres dossiers, ça marche. Plusieurs monnaies à la fois. La question de pourquoi et quels sont les obstacles de la RDC pour se doter des entreprises. Bon, dans la mondialisation, il y a ce qu'on appelle de nouvelles technologies d'information et de communication. Ça demande d'abord une réforme sur le plan éducatif, avoir la main-d'œuvre qualifiée. Nous ne l'avons pas. Mais seulement on nous impose de certaines industries où ils même amènent leur main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre qualifiée, nous ne l'avons pas. Parce qu'aujourd'hui, tout devient électronique. Le système manuel là, avec quoi, c'est déjà dépassé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas créer une chaîne de valeur qui soit acceptable ou donner la qualité ou l'importance à votre produit qui risque de se limiter seulement dans votre zone et pas franchir les frontières. Parce qu'il y a des normes que la mondialisation s'y impose. Il y a l'ISO qui donne des critères, il y a des conditions pour faire. Donc, la mondialisation vous amène tout ça. Alors, maintenant, si vous n'avez pas une main-d'œuvre qualifiée, ça ne va pas. Mais vous avez les stades ici. Mais pourquoi on n'homologue pas ça pour tel événement? Il y a des critères qu'ils donnent. C'est même avec la mondialisation. C'est pourquoi on parle de l'émergence de quoi? Ils évitent que les entreprises locales boostent l'économie de ce pays. Parce que le socle de l'économie, ce sont des entreprises. Alors, si ces entreprises-là gèrent mal ou fonctionnent mal, selon les modèles qu'ils ont, les critères qu'ils ont fixés. Et pour votre information, pour l'ensemble de l'économie, il y a ce qu'on appelle les agences de notation, comme Standard Poor's. Ce sont ces agences-là qui vous notent pour dire que vous êtes un pays à risque, vous êtes un pays à ceci, indice de pauvreté, ceci, tout. Ce sont ces agences-là. Il y en a plusieurs. Et aussi, les cabinets d'audit comme les Ernst Young, les KPMG, les Water Price, Coopers. Donc, toutes ces agences-là, pour surveiller, ils ont normé. Ils ont imposé la culture, ils ont aussi normé. Normé, c'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez faire votre rapport que selon les normes-là qu'on vous a données. Donc, si quelqu'un travaille au Fonds monétaire, au Banque mondiale, et tout consort, il n'est pas nécessairement intelligent plus que vous, non. Il y a un modèle qu'on a préconçu. Mais il serait intelligent quand il va créer ses propres modèles au regard des difficultés et réalités de son pays. Pas ce qui est déjà normé. Il y a une façon de présenter tel rapport. Il y a une façon de faire ça. On vous dit, vous devez faire seulement ça. Si vous réussissez ça, d'accord, vous allez travailler. En sortant de là, ça ne vous donne pas une expérience pour diriger, prendre des responsabilités dans tel endroit. Non. Parce que là, vous devez prouver que vous pouvez résoudre tel problème sur place. Et non pas ce qui vous a été normé. Voilà, madame, ce qui pose. Donc, nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée. C'est pourquoi
les investisseurs étrangers, connaissant notre culture, ils viennent. Je prends l'exemple, je ne dois pas mâcher le mot. Il y a une boisson là, je ne sais pas si c'est top ou je ne sais pas quoi consomme. Mais ça ne devrait pas être autorisé pour fonctionner dans notre pays. Est-ce qu'ils même consomment ça? Nous avions Bralima qui formait nos coca tout consort, mais est-ce que nous avons des laboratoires qui ont déjà étudié la composition de cette boisson? L'autorité de régulation dont je viens de parler. Madame, le problème, c'est un interne. Et si vous n'êtes pas informé, donc c'est un problème. Nous, dans notre culture publique, je suis chrétien, un peuple sans révélation est sans frein. Et si au témoignage et à la loi, on vous parle point, il n'y aura point d'aurore. Comment allez-vous revendiquer si vous ne connaissez pas ça? Voilà, ce sont des choses que nous pouvons partager. Donc, j'ai pas mal de livres. Les autres sont en avance. Ils ont étudié jusque 2025, 30, 40. Ils ont déjà étudié comment le monde va être. J'ai les livres déjà. Allez. Merci beaucoup, monsieur le prophète. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci pour vos réponses. Nous allons prendre une dernière question. Honorable Delis Kalonda pour sa question. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Notre invité a évoqué l'effet sur la mondialisation économique. Cependant, aujourd'hui, la RDC se trouve au cœur de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Monsieur le professeur, comment protéger la souveraineté économique face à ces géants? J'ai dit honorable Président. Merci, honorable Delis, monsieur le professeur, pour répondre à cette question. Peut-être je peux vous en ajouter une. Pour clôturer, vous dites que nous n'avons pas d'industrie, notamment de transformation de nos matières premières parce que nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas en mesure de former la main-d'œuvre ou c'est par manque de volonté parce que nous sommes quand même plus de 100 millions d'habitants, que tout ce pays qu'on n'ait pas une main-d'œuvre qualifiée pour qu'à partir du Congo, du Katanga, du Lualaba, qu'on puisse transformer les cuivres que de les importer en lingots. Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce les géants qui nous imposent de ne pas avoir cette main qualifiée selon les critères que vous décrivez ici, ou à quel niveau se pose le problème? Vous pouvez répondre, monsieur le professeur. Merci, je commence par là. C'est là que je rends le caractère absolu et plus que prioritaire et urgente d'appréhender les notions de l'intelligence économique stratégique. Parce que tout est là-dedans. J'en ai même évoqué. Quand vous regardez, dans les définitions, les plusieurs définitions de l'intelligence économique stratégique, la RDC joue maintenant la confluence entre Chine, non pas entre Chine, c'est entre la Chine, l'Occident et l'Afrique. C'est ça. La Chine, qui est dans le BRICS, sort. Et pourtant, la Chine alliée de la Russie, mais Russie est considérée du côté de l'Occident comme étant un pays de l'Europe, mais l'Europe de l'Est, et maintenant le reste de l'Afrique. Voilà comment la RDC, en termes vulgaires, en lingala, on dit quoi? Azo tout is about mito, hein? C'est comme ça, il y a une expression dans ce sens-là. Donc, provoque la collusion entre ces nations-là. C'est là la partie de la confluence de la RDC. Alors, la main-d'œuvre qualifiée, on nous impose, non. Les géants nous imposent. Tout d'abord, il y a des pays qui sont aussi dans les mêmes conditions ou qui ont été dans les mêmes conditions que nous. Mais pour avoir appliqué certains aspects procédés de l'intelligence économique, ils vivent bien avec toutes ces nations, ils ont changé. Mais il y a des pays comme le Botswana ou le Malawi qui sont aujourd'hui bien cotés, ils sont en Afrique.
Il y en a plusieurs aussi comme ça. L'intelligence économique accélère la diplomatie. L'intelligence économique vous permet d'obtenir ce qui vous est dépendant. Mais à l'interne, la politique et la vision et surtout la souveraineté vous permet à contourner. Il n'y a rien qui reste figé, absolu. Non, il n'y en a pas. J'ai dit tout est possible. Mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici, à moins que vous ayez le pouvoir de le couler sous forme de loi. Comme des parlementaires. Renforcer les institutions. Renforcer les institutions. Atteignons ce point-là des néo-institutionnels. Caractère opposable à tous. Inopposable à tous, vous voulez dire. D'un côté, il y a des limites, il y a des pesanteurs, mais qu'on peut contourner par l'application du patriotisme économique et tout ça. Mais qu'est-ce que nous voulons avoir comme genre d'industrie? Ce sont des études que les intellectuels ou les élites doivent mener. Ou en rapport avec la diversité des ressources que nous avons. L'Équateur caractérisé, pays à ressources et solutions, province par contre, Congo central, chaque province devra avoir un type d'industrie. Quand vous allez aux États-Unis, vous verrez des produits qui viennent de Florida. On connaît Florida comme un État qui approvisionne en nourriture. Quand on parle de nourriture, de jus, tout consomme, on voit Florida. Comprenez? Et quand on parle du pétrole, de ce tout consomme, on parle de Texas. Donc, chaque État au moins a une caractéristique. Nous avons cette diversité et une richesse immense. Aujourd'hui, c'est simple. Chacune de nos provinces aurait une industrie phare où on reconnaît, qui fait même la carte postale de chaque pays, donc de notre pays. Dès qu'on cite cette province, on voit. C'est comme le Katanga. Je vous donne l'exemple. Jadis, quand on parlait de Katanga, on voyait quoi? Les cheminots, n'est-ce pas? C'est pourquoi même l'équipe des cheminots, toutes les Mumbonala de la Gécamine. Voilà, chaque province, au regard de nos ressources, nous ne sommes pas censés aller simplement chercher de blanc. Nous-mêmes. C'est pourquoi il existe, la mondialisation maintenant a influencé les États et les données des normes à suivre. On parle de création de fonds d'investissement et de fonds souverains. Vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Voilà. Mais maintenant, ils donnent parmi leurs conditions pour qu'on vous classe dans telle catégorie, un certain pourcentage de financement de votre propre développement ou de votre économie doit venir de vous-même à partir des catégories de tous ces fonds-là. Est-ce que ce sont des fonds d'investissement ou c'est les fonds souverains que vous voulez utiliser? Avec votre propre monnaie en plus. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit il faut même changer ces sortes de monnaie. Pas la monnaie d'abord étrangère. Est-ce que nous ne sommes pas capables de financer ici avec notre propre monnaie dans notre pays? Bien sûr que oui. Si vous voulez avoir un groupe de gens dans les Mayombe ici pour nous produire les manioc ou je sais pas, les maïs ou tout comme ça, quel intrant vous allez aller chercher à l'étranger? Nous avons Cheni Metal qui peut nous créer des houes. Et quand nous aurons beaucoup d'argent, après avoir produit beaucoup, vendu, on peut maintenant importer des machines. Et vous payez ces gens-là avec votre propre monnaie. Quel intrant viendra de l'extérieur pour ajouter et augmenter les prix sur les marchés? Voilà. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de frein sur la politique interne. Mais je sais que les chefs de l'État sont en train de beaucoup faire. Ils martèlent là-dedans. Et avec son projet de 145 territoires là, c'est le départ. Je ne sais pas comment la fin nous résulte. Alors, veuillez chuter, monsieur le professeur. RDC, Chine, c'était la question quoi? Je l'ai parlé de la géoconfiance à cause de minerais critiques et stratégiques. Or,
la Chine cherche le leadership, que ce soit du côté du BRIC ou avec ceux de l'OTAN, la Chine cherche le leadership. Elle s'est sentie un peu en retard par rapport au GSA. Pourquoi? Pour être membre de conseil permanent de sécurité avec droit de vote, tu dois avoir une influence économique mondiale. Alors maintenant, on classe aussi. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie. Donc on classe aussi les pays comme ça. Alors la Chine, devant ce retard-là, fait quoi? Crée et s'oppose maintenant à la politique économico-commerciale des États-Unis. Mais tout cela à cause de la RDC qui regorge autant de ressources dont la Chine a besoin pour que demain elle soit puissante. Et les États-Unis. Voilà, là encore, il y a un problème de quoi? De la géopolitique. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, la RDC parfois souffre. Mais c'est aussi facile parce que l'intelligence commune prévoit ces mécanismes. En d'autres termes, que la RDC peut aussi collaborer avec la Chine, avec n'importe quel pays, sans avoir de problème, dans l'intelligence économique qui accélère la diplomatie. Et pour votre information, la Russie se bat avec les États-Unis, non? Mais est-ce que vous savez que les États-Unis utilisent l'uranium de la Russie pour ses réactions nucléaires? Ils n'ont pas de barrage. Et ça vient d'où? De la Russie. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Mais ils se battent, vous voyez, des vraiment ennemis comme ça. Intelligence économique et stratégique. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci de nous avoir entretenus sur des sujets aussi pertinents. Mondialisation, intelligence économique stratégique et le patriotisme économique assez associé à la géofluence. J'espère que les participants ici présents ont eu leur dose et ceux qui vont nous suivre en ligne en auront la leur. Merci d'avoir participé à cette séance plénière. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Chaque fois qu'on aura besoin d'aborder des questions économiques, nous ferons désormais référence à vous pour venir nous entretenir. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants.